C'est le deuxième des trois cours que j'ai l'honneur de donner ici. Donc aujourd'hui, ça va être sur un peu qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle sur la diversité génétique de notre espèce. Alors, je me suis permis de mettre quelques diapos de rappel, étant donné que les gens qui sont là cette semaine n'étaient peut-être pas là la semaine dernière. Donc on travaille sur les données génétiques, spécifiquement sur les mutations, c'est-à-dire sur les différences génétiques entre les individus. C'est-à-dire si on regarde notre ADN, il est fait de toutes ces paires de bases, et là vous voyez en blanc, de temps en temps il y a des mutations. En moyenne, on estime qu'il y a 3 millions de différences entre deux individus sur les 3 milliards de paires de bases que constitue notre ADN. C'est-à-dire notre ADN est fait de 3 milliards de lettres. On a une différence pour 1000 entre deux individus, c'est-à-dire comme ordre de grandeur, 3 millions de différences entre deux individus. La plupart de ces différences, elles n'ont pas d'effet phénotypique, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas traduites. Autrement dit, on les dit neutres. Elles ne changent rien, ni dans notre aspect physique, ni dans notre métabolisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a seulement une partie de l'ADN qui est codant, c'est-à-dire qui est lu sous forme de protéines, et ça, c'est seulement 5% de l'ADN. Alors, quand une mutation tombe en dehors de ces 5%, en général, elle n'a pas d'effet vu qu'elle ne change pas les protéines. En fait, on sait maintenant qu'elle peut quand même avoir des effets sur la régulation, etc. C'est un peu plus complexe que ce schéma simple. Néanmoins, pour l'essentiel, c'est vrai que la plupart des mutations qui apparaissent et qui sont différentes entre deux individus sont neutres. C'est-à-dire qu'elles résultent tout simplement de l'histoire des populations, de l'histoire des individus. Elles n'ont rien à voir entre guillemets, avec la sélection naturelle. Alors donc, les mutations là en rouge, au contraire, sont des mutations qui, elles, vont être impliquées dans des différences entre les individus, par exemple des différences phénotypiques, comme là, la couleur de la peau, mais aussi des différences qui ont permis l'adaptation des populations au climat, à la nourriture, aux médicaments, enfin, c'est-à-dire la variabilité de réponse à différents médicaments et des adaptations de réponse à des pathogènes. Alors, qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle de cette diversité génétique ? On sait que ce graphique représente la diversité génétique selon l'axe des Y, et cette diversité décroît plus on s'éloigne de l'Afrique. C'est-à-dire que ça, c'est la distance des populations à l'Afrique, et on voit que les populations en Afrique ont une diversité génétique beaucoup plus grande, et que plus on s'éloigne de l'Afrique, plus cette diversité décroît. J'avais expliqué la semaine dernière que c'était un des arguments forts pour dire que notre espèce est d'origine africaine. Cette décroissance de la diversité donc, nous dit tout d'abord qu'on a effectivement une origine africaine, mais il nous renseigne aussi sur comment le peuplement de la planète a eu lieu. Si on part de la diversité génétique initiale en Afrique, il y a environ entre 200 et 100 000 ans, on sait qu'il y a eu une sortie d'Afrique pour aller coloniser l'Eurasie aux environs de 70 ou 100 000 ans. Et vous voyez, quand l'homme moderne sort d'Afrique, c'est un petit effectif d'hommes modernes qui sort d'Afrique, donc il ne peut pas emmener toute la diversité génétique qu'il y a en Afrique. Il ne peut en emmener qu'une partie. On parle d'effet fondateur ou de goulet d'étranglement. Et donc, les populations issues de l'Afrique, forcément, ont moins de diversité génétique que les populations africaines. Et donc, on colonise ensuite toute la planète. Et le fait que cette diversité génétique décroisse au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'Afrique nous renseigne et nous dit qu'on a eu une colonisation par effet fondateur successif. Autrement dit, vous avez un groupe qui part d'Afrique, qui va s'installer au Moyen-Orient. Donc, il emmène seulement une partie de la diversité génétique qu'il y avait en Afrique, parce que c'est seulement un petit effectif de gens qui partent d'Afrique. Ce groupe-là s'installe, grossit, et de ce groupe-là, un autre petit groupe part un peu plus loin.
De la même manière, il va pouvoir emmener qu'une partie de la diversité génétique du groupe d'où il vient. Donc la nouvelle population qui aura été formée aura moins de diversité génétique que celle d'où elle vient et elle-même de celle d'où elle vient. C'est ce qu'on appelle des effets fondateurs et des effets fondateurs successifs. Et donc le fait que cette diversité génétique de notre espèce décroisse au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'Afrique nous renseigne et nous dit que c'est le mode de colonisation qu'il y a eu de la planète. C'est-à-dire c'est des groupes dont des sous-groupes allaient un peu plus loin, dont des sous-groupes allaient un peu plus loin, etc. Et on sait maintenant à peu près le scénario de colonisation de la planète. Donc notre espèce émerge il y a environ 200 000 ans en Afrique. Et il y a entre 100 000 ou 70 000 ans selon les estimations. On sort d'Afrique, on va coloniser jusqu'en Australie, on colonise l'Europe, l'Asie, puis l'Amérique. Alors, comme vous le voyez là, cette émergence de notre espèce est relativement récente, vu qu'on émerge il y a environ 200 000 ans. Alors ça a un impact déjà important sur notre diversité génétique, à savoir qu'en fait, on a peu de différences génétiques entre les populations. En gros, il n'y a pas eu suffisamment de temps pour créer des différentes des différences fortes entre les différentes populations humaines. C'est ce qui est représenté ici. Le grand cercle représente toute la diversité génétique de notre espèce quand on regarde un bout du génome, et on a 14% de toute cette variabilité qui est due à des différences entre populations. Autrement dit, l'essentiel de la variabilité génétique se retrouve à l'intérieur des populations. Schématiquement, si vous aviez un accident nucléaire et qu'il y avait une seule population humaine qui survivait, eh bien, elle maintiendrait 85%, enfin 86% la variabilité génétique de notre espèce. Ça, c'est à contraster avec, par exemple, ce qui se passe chez le chimpanzé. Chez le chimpanzé, 72% de la variabilité génétique est due aux différences entre populations. Autrement dit, les populations de chimpanzés sont très différentes les unes des autres génétiquement. C'est encore plus marqué pour le gorille, où 90% de la variabilité de l'espèce est due aux différences entre populations de gorilles. Génétiquement, les populations de gorilles sont extrêmement différentes les unes des autres. Donc le fait qu'il y ait peu de différences entre les populations humaines provient en partie du fait qu'on ait une espèce relativement récente. Premièrement. Deuxièmement, d'ailleurs, je voulais juste montrer, parce que je trouve ça intéressant, c'est quelque chose qui a été montré dès la Première Guerre mondiale en analysant les groupes sanguins ABO. On a trouvé aux environs du début du XXe siècle que pour avoir la compatibilité de transfusion, il fallait que les gens soient du même groupe sanguin. Et pendant donc la Première Guerre mondiale, certains médecins ont commencé à regarder les fréquences des groupes sanguins dans les différents contingents de soldats qui étaient en train de faire la guerre. Et comme c'était des guerres coloniales, il y avait beaucoup de contingents qui venaient en fait de la planète entière. Donc ils ont pu regarder et ils ont pu montrer que si vous regardez là la distribution des groupes sanguins, on retrouve quasiment tous les groupes sanguins dans toutes les populations humaines. Et au moment où ces résultats sont sortis, c'était vraiment en contradiction avec ce qu'on pensait de la diversité de notre espèce à ce moment-là. À ce moment-là, tout ce qu'on connaissait de la diversité de notre espèce, c'était ce qu'on en voyait phénotypiquement. Donc c'était surtout sur la couleur de la peau. Et donc les gens pensaient qu'on allait trouver de la même manière dans les groupes sanguins la même chose que ce qu'on trouvait un peu dans les couleurs de la peau, et qu'on aurait trouvé un groupe sanguin pour les Européens, un groupe sanguin différent pour les Africains et un groupe sanguin différent pour les jaunes, entre guillemets, les populations d'Asie. Et en fait, ces premiers travaux ont montré que non, les populations humaines se ressemblent toutes énormément. Il y a peu de différences génétiques entre les populations humaines. On retrouve quasiment tous les groupes sanguins dans toutes les populations humaines, sauf le cas particulier de l'Amérique du Sud, parce que, comme je vous ai dit, on a colonisé la planète par effets fondateurs successifs, et un des derniers épisodes de colonisation, c'est l'Amérique, et là, on a eu vraiment une réduction forte de la diversité. Donc, ceux qui sont venus coloniser l'Amérique ont, par chance, ou par malchance, enfin, je veux dire par hasard, emmené qu'un des groupes sanguins, le groupe sanguin O.
Donc, première chose, il y a peu de différences génétiques entre les populations humaines. Deuxième chose, un pattern dans la diversité génétique humaine que l'on retrouve énormément et à peu près partout, c'est une proximité de la génétique et de la géographie. C'est-à-dire que si on regarde la distance géographique entre deux populations, elle corrèle avec la distance génétique. Autrement dit, deux populations proches géographiquement sont aussi proches génétiquement. À l'inverse, deux populations éloignées géographiquement sont éloignées génétiquement. On le retrouve si on représente ici la proximité génétique entre les populations. Là, c'est un ensemble de 50 populations que l'on retrouve qui couvrent à peu près le monde entier. Et on représente ici la proximité génétique entre les populations. C'est-à-dire quand deux populations sont proches sur ce graphique, ça signifie qu'elles sont proches génétiquement. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, on a toutes les populations d'Afrique. Elles sont proches géographiquement, elles sont proches génétiquement. Là, vous avez les populations d'Europe et du Moyen-Orient qui sont proches géographiquement et donc proches génétiquement. Les populations d'Asie de l'Est, puis les populations d'Amérique et ici les populations d'Océanie. Donc ça, c'est une particularité forte de la diversité génétique de notre espèce. Ce qui signifie en particulier que si on prend deux personnes de couleur de peau foncée, l'un africain et l'autre aborigène d'Australie, ils se ressemblent phénotypiquement, ils se ressemblent physiquement, mais ils ne se ressemblent pas du tout génétiquement. Ils sont très éloignés génétiquement. Un aborigène d'Australie est plus proche génétiquement de quelqu'un d'Asie du Sud-Est. Donc, on a peu de différences entre les populations humaines et on a des forts gradients géographiques. Alors, quand l'homme sort d'Afrique, il rencontre des nouveaux climats. Nous, on est essentiellement une espèce tropicale. On vient de pays chauds et d'ailleurs, vous voyez, on est tous habillés pour résister au froid. C'est pas notre environnement, entre guillemets, ancestral et naturel. Alors, donc, l'homme rencontre plein de climats différents, ce qui entraîne des sélections sur les populations humaines. Alors, la première sélection et la plus connue, c'est celle sur la couleur de la peau. Là, vous voyez, vous avez les gradients de couleur de peau à travers la planète. Et comme vous pouvez le constater, les individus de couleur de peau foncée sont les individus près de l'équateur et des tropiques. À l'inverse, plus on va vers le nord, plus les populations sont de couleur de peau claire. C'est une adaptation à l'ensoleillement. Effectivement, pour pouvoir assimiler de la vitamine D, dans les zones où il y a peu d'ensoleillement, il faut, entre guillemets, avoir une couleur de peau claire. C'est-à-dire les individus à couleur de peau claire se reproduisent mieux et résistent mieux aux maladies. À l'inverse, une couleur de peau foncée est mieux adaptée à un environnement avec beaucoup de soleil. On le voit très bien à l'heure actuelle. Les populations d'origine anglaise qui sont parties vivre en Australie ont des problèmes de santé publique énormes dus à l'ensoleillement et notamment des très gros problèmes de cancer de la peau. À l'inverse, des populations de couleur de peau noire qui vivent sous nos latitudes ont des problèmes forts de carence en vitamine D et qu'il faut suppléer. On donne de la vitamine D aux enfants pour suppléer à cette carence. Donc ça, c'est un des exemples les plus marquants d'adaptation au climat lorsque l'homme a colonisé l'ensemble de la planète. On connaît maintenant le déterminisme génétique de ces adaptations au climat. Il y a environ 100 gènes impliqués dans la couleur de la peau. Il y en a une dizaine qui montrent des variabilités entre les populations humaines. Il y en a essentiellement 5 qui sont importants et qui montrent des signatures de sélection forts. Il y a un gène qui est impliqué pour l'adaptation au climat en Afrique. Un autre pour une sélection pour des couleurs de peau claire en Europe. Et de manière intéressante, la sélection pour des couleurs de peau claire en Asie, ce n'est pas le même gène que celui en Europe. C'est des gènes différents qui ont été sélectionnés pour répondre, je dirais, à la même question
arriver à avoir une couleur de peau plus claire pour s'adapter au climat. Alors combien de temps, cette carte aussi nous renseigne sur le temps que ça prend pour avoir de l'adaptation au climat. On sait que l'Amérique est colonisée, d'après les données génétiques, entre 15 000 et 20 000 ans. Et vous voyez, on voit déjà apparaître des gradients de couleur de peau. Là, je parle des populations autochtones amérindiennes. On voit déjà apparaître des gradients de couleur de peau en l'espace, donc on peut dire, d'environ 15 000 ans. Donc c'est une sélection qui est quand même relativement rapide. Autre exemple d'adaptation à l'environnement, c'est l'adaptation à l'altitude. Il y a essentiellement 3 groupes de populations, un groupe au Tibet, un groupe en Éthiopie et les populations des Andes qui vivent dans des altitudes élevées et pour lesquelles il a été très bien documenté par beaucoup de médecins des adaptations physiologiques à la vie en altitude. Alors depuis quelque temps, enfin pas tant que ça, parce qu'en 2010, on a trouvé quelques gènes qui expliquent l'adaptation à l'altitude pour les populations du Tibet, et on a pu montrer que c'est des gènes effectivement qui montrent une sélection extrêmement forte. On a trouvé des gènes impliqués dans l'adaptation à l'altitude dans les Andes. Les gènes sont différents, mais ça on le savait déjà, parce que physiologiquement on savait que c'était des réponses physiologiques différentes à la même question, s'adapter à l'altitude. Les populations le faisaient différemment. Il y a un gène quand même qui est en commun, mais c'est des variants extrêmement différents. Et par contre, la dernière étude que j'ai vue, celle de 2012 sur l'Éthiopie, ils n'avaient pas encore trouvé les gènes impliqués dans l'adaptation à l'altitude en Éthiopie. Alors, quand on met tout ça ensemble, donc les différences génétiques dues à l'histoire du peuplement, donc cette proximité génétique et géographique, plus des gènes d'adaptation à l'environnement, qu'est-ce que ça nous donne? C'est ce que essayent d'étudier les approches génomiques, c'est-à-dire des approches où on va regarder l'ensemble du génome d'un individu. Les premiers travaux en ce sens ont été faits en 2002, puis en 2005, à partir d'une cinquantaine de populations qui sont ici, vous voyez, réparties à peu près sur l'ensemble de la planète. Je précise encore une fois que quand je parle des populations amérindiennes, je parle vraiment des populations autochtones avant l'arrivée des Européens. Enfin, pas avant l'arrivée, mais c'est-à-dire on essaye d'échantillonner des populations qui sont les moins mélangées avec les populations européennes. Alors là, des nouvelles approches, grâce à ces données génomiques sur l'ensemble du génome, ont été développées. C'est des approches, on dit, de recherche de structure. C'est-à-dire, on oublie l'origine géographique des individus, on met toutes les informations génétiques ensemble et on demande à un algorithme statistique de faire des groupes tels que les gens se ressemblent le plus possible génétiquement à l'intérieur d'un groupe et soient différents d'un groupe à l'autre. On fixe le nombre de groupes, c'est la valeur de K qui est ici, c'est l'usager qui dit 2, 3, 4, 5 ou 6. C'est-à-dire il dit fais-moi 2 groupes, fais-moi 3 groupes, fais-moi 4 groupes, fais-moi 5 groupes, fais-moi 6 groupes. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on représente les résultats sur ce graphique-là. Sur ce graphique-là, chaque trait vertical, pas les traits noirs, mais chaque trait, ils ne sont pas identifiés, correspond à un individu. La couleur correspond, grosso modo, à la part de son génome qui vient d'un groupe ou d'un autre groupe. Autrement dit, si je regarde ces individus-là tout bleus, ça signifie que 100% de leur génome peut être assigné ou provient du groupe bleu. Ici, les individus orange, ça signifie que tout leur génome provient du groupe orange. Par contre, là, les individus au milieu, ça signifie que la moitié de leur génome correspond plutôt au groupe bleu et l'autre moitié plutôt au groupe orange. Après, on choisit, on se demande quel est le nombre de groupes qui représentent le mieux les données. Pour ça, on calcule des vraisemblances, c'est-à-dire on se dit quelle est la description des données qui est la plus proche de la réalité des données. Et on trouve là, dans ce cas-là, que la meilleure représentation de la diversité génétique de ces 50 populations, c'est quand on forme 5 groupes.
Autrement dit, quand on a ces 5 couleurs. À quoi correspondent ces 5 couleurs? Eh bien, en orange, on a toutes les populations d'Afrique. En bleu, on a les populations d'Eurasie. En rose, on a les populations d'Asie de l'Est. En vert, on a les populations d'Océanie. Et en bleu foncé, on a les populations d'Amérique. Autrement dit, la meilleure description de la diversité génétique de nos 50 populations qui sont à travers le monde est de les regrouper en 5 groupes différents qui correspondent à peu près à chacun des continents. Alors vous voyez bien l'analogie que l'on peut retrouver avec ce qu'on appelait auparavant des races. Ça correspond grosso modo aux 5 groupes qui étaient utilisés dans les typologies raciales. C'est pour ça que la génétique est souvent très politiquement incorrecte. D'abord, par rapport à pourquoi ces groupes-là, nous, généticiens en général, on n'emploie pas le terme de race, tout simplement parce que le terme de race suppose une hiérarchie entre les groupes qui ne correspond pas du tout à ce qu'on trouve. Nous, on décrit, il y a des différences entre des populations humaines qui font qu'on peut les regrouper en 5 groupes. Mais on n'a aucune notion de hiérarchie. On ne dit pas qu'il y a un groupe qui est mieux qu'un autre. Premièrement, et deuxièmement, dans le terme de race, il y a aussi la notion de réification, c'est-à-dire que du coup, on identifie beaucoup de choses avec du biologique, c'est-à-dire on va dire à quelqu'un, parce qu'il est de tel groupe racial, il est bête, il compte vite, il court vite, il est paresseux, etc. C'est-à-dire que d'une différence biologique, on construit tout un individu en le résumant à cette information biologique, ce que nous, bien sûr, on ne fait pas. Néanmoins, ça veut dire aussi que le discours qu'on entendait beaucoup dans les années 80 qui disait « on ne peut pas parler de racisme parce que les généticiens montrent qu'il n'y a pas ou très peu de différence entre les populations humaines » n'est pas exact. On peut, avec les données génétiques, reformer des groupes différents génétiquement. Donc, vous voyez, le discours de ce que peut apporter la génétique a légèrement évolué. On ne peut plus dire qu'on ne peut pas faire de groupe à partir des données génétiques. Néanmoins, on n'en voit pas de hiérarchie entre ces différents groupes. Alors, comment ça se fait qu'on arrive à faire ces groupes alors que je vous ai dit avant que ce qui jouait, c'était essentiellement la proximité géographique et la proximité génétique. On devrait avoir un continuum, on devrait avoir un espèce de continuum de proximité génétique entre les populations et donc ne pas arriver à faire des groupes comme ça aussi clairement identifiés. Bon, il y a plusieurs choses qui jouent. Une des premières choses, c'est qu'en fait, dans ce continuum qui est vrai, on a des barrières, ce qu'on appelle des barrières, c'est-à-dire on a des endroits où on a des différences génétiques plus fortes que ce qui est attendu du fait de la géographie. C'est-à-dire qu'on a des endroits où 2 populations sont plus différentes que ce qu'on attend du fait de leur proximité géographique. Alors c'est des barrières assez évidentes. Vous avez par exemple le Sahara, qui est une barrière, c'est-à-dire qu'une population d'un côté et de l'autre du Sahara est plus différente génétiquement que ce que j'attendrais si je mesurais tout simplement à vol d'oiseau le nombre de kilomètres pour traverser le Sahara. En fait, c'est des barrières aux migrations. On a une autre barrière assez forte que je vais vous présenter après, qui est une barrière qui correspond à peu près à l'Himalaya. Donc on a, grosso modo, on a des barrières qui font que, effectivement, des individus, des fois, sont un peu plus proches entre eux que ce qui est attendu si on avait un gradient tout simplement continu. Par exemple, une étude avec cette fois-ci encore plus de marqueurs, 650 000 marqueurs, identifie non pas 5 groupes, mais 7 groupes. C'est-à-dire on retrouve la barrière de l'Himalaya qui sépare en partie l'Europe, l'Asie centrale et l'Asie de l'Est. Enfin bon, c'est à peu près, ça correspond à peu près à ça. Alors, cette subdivision, cette fois-ci en 7 groupes, elle est encore plus robuste parce que non seulement dedans on a les marqueurs génétiques neutres, mais on a des marqueurs aussi sous sélection. C'est-à-dire parmi tous ces marqueurs-là qui sont utilisés, on a par exemple les marqueurs impliqués dans la couleur de la peau.
Donc vous voyez bien que les marqueurs impliqués dans la couleur de la peau, ils différencient inévitablement des gens selon leur origine géographique, vu que la couleur de la peau, elle dépend de l'origine géographique. Donc on a, en rajoutant des marqueurs sous sélection, une discrimination encore plus claire entre les différents groupes en cluster. Alors, néanmoins, je rappelle, les discontinuités sont faibles, c'est-à-dire que les gens dans un même cluster ou groupe sont seulement 4% plus proches que si je prends des gens de deux groupes différents. Donc c'est extrêmement minime, c'est-à-dire que les gens à l'intérieur d'un groupe sont seulement un tout petit peu plus semblables que des gens entre différents groupes. Mais on a tellement de marqueurs, en fait, qu'on arrive statistiquement, avec ces petites différences, à retracer des groupes. En plus, on a une limite très forte à ces études-là. C'est-à-dire que ces études-là sont basées sur des individus qui viennent d'une zone géographique donnée et dont les grands-parents aussi viennent de cette zone géographique. Donc c'est des individus, entre guillemets, on a choisi des populations les plus isolées possibles et qui ont le moins bougé possible. Alors, partant de ces informations géographiques et de ces groupes, il y a des chercheurs qui travaillent à identifier des marqueurs d'origine géographique. Donc, par exemple, parmi les environ 400 marqueurs que je vous ai présentés précédemment, si on en prend les 40 les plus informatifs pour l'origine géographique, on arrive à retracer l'origine géographique des individus. Il y a même maintenant des études encore plus fines qui arrivent avec environ 20 marqueurs à retracer l'origine en termes de continent des différents individus. C'est-à-dire avec 20 marqueurs, on peut dire d'où vient quelqu'un en termes de continent sans trop se tromper. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le cas des populations mélangées, des populations métissées ? Il y a quand même beaucoup de populations. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez noté, mais par exemple, dans ce graphique-là, on voit bien que le Moyen-Orient, les individus, ils ont toujours un bout de leur génome marron, mais un bout de leur génome vert et un bout de leur génome bleu. C'est des zones du monde où on a toujours eu beaucoup de rencontres, donc c'est extrêmement métissé. Donc on n'arrive pas vraiment à identifier des groupes clairement définis génétiquement. Alors, ça, c'est un exemple d'étude de populations mélangées qui ont été énormément étudiées, c'est les populations afro-américaines, donc qui résultent d'un mélange entre des populations d'origine africaine et des populations d'origine européenne. Alors, si on regarde le graphique du haut, qui est le plus simple, donc en bleu, c'est les populations africaines, en rouge, c'est les populations européennes, et vous voyez, tous les Afro-Américains ont une partie de leur pool génique qui vient d'Afrique et une partie de leur pool génique qui vient d'Europe. Et le mélange entre le pool génique d'Europe et le pool génique d'Afrique est extrêmement variable d'un individu à un autre. Je vous rappelle que les individus, il faut imaginer, c'est à chaque fois un trait vertical. Et donc, à partir de ça, on a d'autres approches. On cherche à identifier le long des chromosomes. Donc là, vous avez les 22 chromosomes. Ça, c'est schématiquement le long des chromosomes. On identifie des bouts du génome d'origine africaine, des bouts du génome d'origine européenne et des bouts du génome qui sont d'origine commune africaine et européenne. Autrement dit, dans le cas de populations admixtes, il faut voir les individus comme des mosaïques d'origines différentes. Il n'y a pas une origine d'un point de vue génétique, mais un peu comme des briques de bouts du génome qui sont d'origines différentes. Ça, c'est à l'heure actuelle utilisé aussi pour trouver des gènes impliqués dans des maladies, parce que s'il y a des maladies qui sont spécifiques des différents groupes, par exemple, si vous avez des maladies qui sont spécifiques des populations africaines et des maladies qui sont spécifiques des populations européennes, une maladie spécifique des populations européennes, elle sera forcément dans ces bouts de génome-là si l'individu est malade. À l'inverse, une maladie spécifique des populations africaines, si l'individu est malade, elle sera forcément dans les bouts du génome bleu. Donc en comparant plein d'individus admixtes, ça c'est un individu. Pour chaque individu, on va avoir une carte un peu différente. Donc si on prend une centaine d'individus qui ont tous une maladie qu'on sait qui est plutôt fréquente dans les populations d'Afrique, on va regarder que les bouts du génome qui viennent d'Afrique, que tous ces individus-là ont en commun.
Donc c'est un outil très puissant en fait pour tout ce qui est d'épidémiologie pour arriver à retracer les gènes impliqués dans les maladies. Donc là, ce que je vais, dans cette deuxième partie, je vais vous présenter un zoom sur trois régions du monde. La première, c'est sur l'Europe. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques années où ils ont étudié plusieurs milliers de personnes d'origine européenne. Et ici, vous avez la représentation de la proximité génétique des individus. Chaque petite lettre, là, c'est un individu. Donc là, par exemple, en marron, c'est tous les individus d'Italie. Ici, c'est tous les individus du Portugal. En bleu, tous les individus d'Espagne. Ça, c'est des données génétiques. Et on voit tout de suite qu'elles se superposent bien avec les données géographiques. C'est-à-dire que les individus italiens sont plutôt ici, les portugais sont proches des espagnols, pas très loin des français, qui sont eux-mêmes pas loin des belges, pas très loin des danois, etc. Alors là, la Suisse est énorme, c'est parce que c'est une étude suisse et dans leur échantillon, il y avait beaucoup de Suisses. Hein, c'est pas, faut pas en tirer d'autres conclusions que ça. Et donc, à partir de là, ils ont fait une étude que j'ai trouvée intéressante et surprenante. Ils ont montré, donc ça c'est le résultat brut, ils ont montré qu'on pouvait, avec les données génétiques, retrouver à 500 km près d'où vient quelqu'un en Europe. C'est-à-dire que là, si je prends les données génétiques de quelqu'un, en Europe, je peux, juste avec les données génétiques, arriver à retracer à 500 km près d'où il vient. Donc c'est assez surprenant, parce que quand même l'Europe, on sait qu'il y a eu beaucoup de mélanges. Alors, encore une fois, limite de l'étude, ce sont avec des individus dont les 4 grands-parents viennent du même endroit. Hein. Donc c'est pas pour l'ensemble des individus. Mais quand même, c'est intéressant de voir que, en fait, avec les données génétiques, on arrive à zoomer quand même dans le détail de ce qui se passe à l'échelle de l'Europe. Alors, les deux exemples suivants, c'est des exemples qui correspondent plus à ce qu'on fait ici au muséum. Il y a la diversité génétique en Afrique centrale. On a eu la chance de pouvoir étudier en Afrique centrale les populations pygmées et leurs voisins, donc dans cette zone du monde. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que les populations pygmées, la plupart, mais pas toutes, sont des populations de chasseurs-cueilleurs qui côtoient des populations d'agriculteurs. Alors voilà représenté sur l'ensemble de l'Afrique les différentes populations pygmées que l'on connaît à ce jour, et vous avez en rouge et en bleu les populations que nous avons échantillonnées. Donc quelques populations de l'Afrique de l'Est, mais pour l'essentiel, on se situe plutôt en Afrique centrale de l'Ouest. Plus spécifiquement, nous avons échantillonné, donc en rouge, c'est les populations pygmées, et en bleu, c'est leurs voisins non pygmées. Donc ça a été monté avec plusieurs chercheurs de l'équipe pour arriver à échantillonner toutes ces populations-là. Et on a pu regarder là la proximité génétique entre les populations. Donc en rouge, vous avez les populations pygmées, et en bleu, vous avez les populations non pygmées. Et on voit tout de suite que les populations pygmées sont très différentes les unes des autres, alors que les populations non pygmées se ressemblent toutes énormément. Si on le représente de la même manière, mais cette fois-ci seulement en 2 dimensions, donc en rouge, vous avez les populations pygmées très différentes les unes des autres, et là, vous avez les populations non pygmées, et chaque forme de symbole correspond à un groupe linguistique différent. C'est-à-dire que toutes ces populations en bleu parlent des langues très différentes les unes des autres, culturellement sont aussi différentes, mais se ressemblent énormément génétiquement. Les pygmées, eux, sont tous très différents génétiquement. Et je rappelle qu'il n'y a pas de langue pygmée, ils empruntent en général la langue de leurs voisins. Si on fait une analyse, encore une fois, de structure, comme je vous ai montré précédemment, quand on essaye d'identifier 2 groupes, on voit qu'on a en bleu un groupe bleu où c'est essentiellement tous les individus non pygmées qui ont tout leur génome dans le groupe bleu, et que les populations pygmées ont toutes une partie de leur génome en rouge, je dirais des gènes plus pygmées, et une partie de leur génome en bleu. Alors, comment expliquer ce résultat ? Eh bien, ce résultat s'explique par des introgressions
des flux de gènes asymétriques des non-pygmées vers les pygmées. C'est-à-dire vous avez des bouts de génome bleus qui sont passés dans le fond, entre guillemets, rouge, qui correspond aux populations pygmées. Comment on fait ça ? Il faut retourner à de l'ethnologie. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a des pygmées et des non-pygmées ? Eh bien, tout d'abord, il n'y a jamais de mariage entre un homme pygmée et une femme non pygmée. Par contre, dans certains cas, on a des mariages entre des femmes pygmées et des hommes non pygmés. Pour plusieurs raisons, des raisons d'ordre financier, parce que la dot à donner pour épouser une femme pygmée est moins élevée, et aussi, dans certains endroits, il y a un mythe sur la fertilité des populations des femmes pygmées. Quand on a un mariage dans ce cas-là, le couple va vivre chez les non-pygmées et ils ont des enfants. Donc on se serait attendu plutôt à des flux de gènes des pygmées vers les non-pygmées, c'est-à-dire du rouge vers le bleu. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, du fait d'ostracisme social, au bout d'un moment, les femmes pygmées retournent chez elles et avec leurs enfants. Beaucoup des mariages mixtes se termine avec un divorce, et dans ce cas-là, la femme pygmée retourne avec ses enfants dans la population pygmée. C'est aussi le cas quand il y a des enfants, bien sûr, illégitimes. Donc, c'est pour ça qu'on a des introgressions de gènes des non-pygmées vers les pygmées. À partir des données génétiques, bien que les populations pygmées sont très différentes les unes des autres génétiquement, on a pu montrer qu'elles avaient quand même une origine commune, et une origine commune assez récente qui date de l'ordre d'environ 3000 ans. On a pu reconstruire le scénario avec une séparation des populations pygmées et non pygmées assez ancienne, de l'ordre de 60 000 ans, puis une arrivée au moment de l'expansion bantoue des populations non pygmées qui ont entraîné une fragmentation des populations pygmées qui se sont retrouvées isolées les unes des autres et qui après ont reçu des gènes de la part des non pygmées. Donc on voit, on a beaucoup de gènes de non-pygmées qui rentrent dans les populations pygmées. Néanmoins, les pygmées gardent un phénotype spécifique, à savoir une petite taille. Ça, c'est la stature des individus dans les populations pygmées moyennes. Donc les hommes ont en moyenne, vous voyez ici, mesurent en moyenne 1,55 m, 1,50 m pour les femmes. Donc les populations pygmées, d'ailleurs un des critères de définition des populations pygmées, mais pas le seul, c'est leur petite taille. Donc on voit que malgré ce mélange, les populations pygmées restent de petite taille. Et d'ailleurs, on a pu démontrer que dans les populations pygmées, la taille des individus dépend du mélange qu'ils ont avec les populations non pygmées. C'est-à-dire que chaque individu a un taux de mélange avec des gènes non pygmées, et ce taux de mélange permet de prédire sa taille. Les individus les moins mélangés sont plus petits, les individus les plus mélangés sont plus grands. Ce qui nous a permis de démontrer pour la première fois que c'était des facteurs génétiques qui étaient impliqués dans la petite taille des pygmées. On cherche encore quels sont les facteurs génétiques. Ça fait plusieurs années qu'on cherche et on n'a toujours pas trouvé quels sont les gènes qui expliquent la petite taille des pygmées, ni pourquoi ils sont restés petits alors qu'ils ont reçu des flux de gènes des populations autour. Donc c'est encore un point d'interrogation sur lequel on travaille. Donc en Afrique centrale, ce n'est pas la géographie qui explique le mieux les différences génétiques, mais c'est les règles et les interdictions de mariage entre les différents groupes ethniques. Donc dans ce cas-là, vous voyez, la diversité génétique ne dépend pas de la géographie. Elle dépend d'autre chose, de savoir à quel groupe ethnique on appartient et quels sont les mélanges que l'on va avoir entre les différents groupes ethniques. Un autre exemple, c'est un autre terrain que l'on a dans notre équipe. Vous savez que le muséum est une des institutions qui permet le plus de faire du terrain et d'aller explorer la biodiversité, dont la diversité humaine, à travers la planète. Donc on a eu la chance, comme ça, de monter aussi des expéditions en Asie centrale, donc dans cette zone du monde, plus spécifiquement dans les républiques d'Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan. Et j'en profite pour vous montrer un petit peu en pratique comment on fait, parce que là je vous ai montré plein de graphiques qui résument bien la diversité génétique, mais au départ il y a des gens, il y a des échantillons, il y a du terrain, etc.
Alors ça, c'était une des premières équipes. Avant de partir, on va au marché. On achète bien sûr ce qu'il faut pour manger. L'Asie centrale, on a de la chance, c'est un pays où il y a beaucoup de fruits secs. On achète aussi tout ce qui est la papeterie, la librairie, les crayons, tout se vend dehors. Et on commence les visites officielles. Alors là, comme c'est des anciennes républiques soviétiques, les visites officielles, on en fait, et on en fait beaucoup, quoi. Et donc là, c'était avec le président, entre guillemets, de la République de Karakalpaki, qui est une république, une sous-république à l'intérieur de l'Ouzbékistan. Là, c'était en Altaï, c'était avec le ministre de la Culture de la République de l'Altaï. Là, c'est avec le maire d'une région où on voulait travailler. Et après, donc, on a l'autorisation et on peut aller travailler. Alors, soit on va chez les gens, soit on s'installe dans le dispensaire médical et les gens viennent nous voir. Ça dépend des cas, ça dépend des villages, c'est assez variable. Pour chaque individu, on a un petit questionnaire ethnologique pour savoir d'où ils viennent, quelle langue ils parlent. On a fait en même temps des enquêtes linguistiques. Et on prélève de l'ADN. Alors pour l'ADN, soit on prend du sang, et dans ce cas-là, tous les soirs, il faut manipuler les tubes pour en extraire, faire la première partie d'extraction de l'ADN, c'est-à-dire qu'il faut enlever les globules rouges, garder les globules blancs, les exploser et mettre un produit qui permet de les conserver à température à peu près ambiante. Donc c'est ce qu'on fait, et donc à la fin, voilà, ça c'est ce qu'on a et qu'on garde sur le terrain jusqu'à revenir au laboratoire où là on finit l'extraction de l'ADN. Là, ce que vous voyez, c'est que maintenant il y a des nouveaux protocoles où en fait on peut utiliser directement la salive. Autrement dit, les gens crachent dans un tube quelques millilitres de salive. Malheureusement, l'ADN, dans ce cas-là, est de moins bonne qualité. Donc ça a un avantage, c'est qu'on n'a besoin d'aucune infrastructure, donc on peut aller dans des zones très reculées, mais on n'a pas de l'ADN de très bonne qualité. On fait toujours aussi des mesures anthropométriques. En même temps, ils ont une consultation médicale. On fait aussi des mesures de base comme la glycémie, la tension, etc. Donc ça, c'est des exemples. On a des imprévus, comme partout, on tombe en panne. On a des gros imprévus, où des fois, on a eu vraiment de la chance de s'en sortir. Et finalement, on a nos échantillons sur lesquels, effectivement, on peut travailler. Donc là, je vous montre, par exemple, ce qu'on a fait plutôt dans l'Asie centrale même. Après, on a échantillonné aussi en Sibérie. Donc, en partant d'environ 2000 individus qui représentent la diversité des différents groupes ethniques, Karakalpak, Kazakh, Kirghiz, Tadjik, Turkmène et Ouzbek. En Asie centrale, on peut dire qu'on a deux grands groupes de population. Comme je vous avais dit, en Afrique centrale, il y avait les pygmées chasseurs-cueilleurs et leurs voisins agriculteurs. En Asie centrale, on a des agriculteurs de langue indo-iranienne, sédentaires, et on a des individus pasteurs nomades de langue turque qui étaient nomades. Ils ont été sédentarisés de force, mais il y en a qui sont revenus à un mode de vie plus de nomadisme saisonnier. Alors, la diversité génétique, là, ici, c'est nos populations nomades, là, nos populations d'agriculteurs, là, on a les populations mondiales d'Asie de l'Est, et là, on a les populations européennes. Donc, on voit qu'au niveau global de l'Eurasie, effectivement, les populations d'Asie centrale tombent bien entre les populations d'Asie de l'Est et entre les populations d'Europe. Donc, je dirais qu'à une échelle du continent, on retrouve bien notre gradient génétique, géographique. Des populations proches génétiquement sont aussi proches géographiquement. Maintenant, si on zoome sur, là je retiens que les populations d'Asie centrale, on observe un pattern très surprenant. Si vous regardez ces deux populations par exemple, elles sont très proches génétiquement. Sur le graphique des distances génétiques, elles se ressemblent énormément. Mais elles sont situées à un bout à l'autre de l'Asie centrale. Elles sont extrêmement éloignées géographiquement. À l'inverse, ces deux populations, en fait, qui sont de la même vallée au Tadjikistan, ces deux-là, elles sont en Ouzbékistan, à la frontière, elles sont très différentes génétiquement. Donc on est, encore une fois, comme pour l'Afrique centrale, dans une zone du monde où on ne suit pas cette proximité génétique et géographique.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça, c'est ce qui est attendu, qu'on ne retrouve pas. Qu'est-ce qui se passe? En fait, si on regarde plus dans le détail, ici, vous avez les populations qui parlent des langues turques, et ici, vous avez les populations qui parlent les langues indo-iraniennes, qui sont deux grandes familles linguistiques différentes. Et donc, c'est ce que je vous présenterai la semaine prochaine. On a monté un programme pour essayer de voir si, effectivement, les différences, cette fois-ci linguistiques, expliquaient les différences génétiques. Donc c'est toujours bien sûr des travaux qui se font avec un grand nombre de personnes. Alors en conclusion, donc on a une origine unique africaine de notre espèce il y a environ 150 en 200 000 ans. Il y a un impact fort de la géographie sur la répartition de la diversité actuelle. On arrive à faire des groupes avec les données génétiques mais qui représentent peu de différences, et dans certaines zones du monde, on ne retrouve pas ce lien entre la génétique et la géographie, et c'est ce qui fera en partie l'objet de mon prochain cours, qui est comment la culture influence notre évolution biologique. Donc merci de votre attention. Dans votre diapositive sur les Afro-Américains, je voulais savoir comment interpréter les petites marques rouges. Ce sont les chromosomes d'origine uniquement européenne. Il m'a semblé en avoir vu très très peu. Énormément d'Africains et de mélangés, mais de purs Européens. Tout à fait. En moyenne, je ne me souviens plus quelles sont les valeurs en moyenne, mais en général, il y a plus de parts africaines que de parts européennes. Mais c'est différent sur le chromosome X, où c'est l'inverse, où on a plus de parts européennes que de parts africaines. Et ça s'interprète comment ? Par moins de mélange européen vers africain, quoi. Il n'y a pas eu... Ça veut dire que ce sont plutôt des Afro-Américains africains. Oui. Ils ont plus Ils ont plus de gènes d'origine africaine que de gènes d'origine européenne. On sait à la fois qu'il y a une diversité génétique qui n'est pas très importante, et puis d'autre part, vous nous présentez, par exemple là, sur les chromosomes, quelque chose qui paraît très différent. Et vous faites des groupes qui sont très bien, très spécifiques. Alors, ça veut dire quoi en termes quantitatifs? Parce qu'on ne se rend pas compte sur les ordonnées, les abscisses qui est représenté quantitativement. C'est 4%. C'est-à-dire que si je prends deux individus d'un même groupe, ils sont 4% plus proches que si je prends deux individus de deux groupes différents. C'est-à-dire si vous, avec quelqu'un du même groupe, vous avez 1 million de différences, avec ça et un individu d'un autre groupe, ça va faire 1 40 000 différences. Mais c'est 1 million de quoi ? 1 million de paires de bases, 1 million de lettres de votre ADN. Si en moyenne à l'intérieur d'un groupe, quand je compare deux individus, en fait c'est 3 millions. Quand je compare deux individus à l'intérieur d'un groupe, en moyenne j'ai 3 millions de différences. Alors, si je compare des individus de deux groupes entre eux, ça va faire 3 millions 12 000 différences. Donc il y a un peu plus de différences, mais c'est pas énorme. Mais ça suffit pour retracer l'origine géographique d'un individu. Donc, par exemple, c'est de plus en plus utilisé, pas en France, mais dans d'autres pays européens ou aux États-Unis, dans tout ce qu'on appelle la police scientifique, qui utilise ça pour retracer l'origine géographique des suspects, entre guillemets. Surtout qu'en plus, maintenant, donc on connaît les gènes impliqués dans la couleur de la peau, on connaît les gènes impliqués dans la couleur des yeux, dans la couleur des cheveux. Donc on peut, à partir de l'ADN, commencer à faire des profils types d'individus suspects. Alors c'est interdit en France. Il y avait une boîte qui avait commencé à monter ça et à le proposer, et ça a été, elle a dû arrêter ce travail. Mais il y a des boîtes en Belgique qui le font, au Danemark. Et ça me rappelle que j'ai oublié de vous citer.
Il y a un collègue qui a fait un très bon livre qui parle de cette question-là. Ça s'appelle ADN Superstar ou Superflic. C'est aux éditions Seuil. Et donc, c'est Pierre Darlu qui a fait ça et qui traite justement de cette question-là. C'est-à-dire de l'utilisation de toutes ces données que je vous ai présentées, un peu de recherche de diversité génétique. Comment c'est utilisé par rapport aux tests d'origine géographique, par rapport à la police scientifique. Au début de votre exposé, vous avez un petit peu évoqué la question de l'épigénétique, c'est-à-dire la régulation ou l'expression des gènes. Vous n'en avez pas tellement parlé en fait dans la suite de votre exposé. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce qui s'exprime pas par rapport à toutes ces différences et peut-être une dernière question un petit peu liée. D'une façon plus générale, tout cet ADN non codant, d'où il vient? Est-ce qu'il vient de nos ancêtres mammifères? Est-ce qu'il est éliminé ou remplacé au fur et à mesure par autre chose? Alors, c'est pas vraiment mon domaine de compétence, et d'ailleurs c'est la série de cours d'après qui sera plus spécifiquement sur l'épigénétique. Moi, ce que je peux quand même vous en dire simplement, c'est que il y a une vingtaine d'années, l'image qu'on avait du génome, c'était qu'il y avait 5% du génome qui était codant, qui faisait des protéines qui servaient à quelque chose, et que le reste, 95%, on appelait ça de l'ADN poubelle, et on pensait que ça servait à rien. Et on s'est rendu compte de plus en plus ces derniers temps qu'en fait, dans cet ADN, entre guillemets, poubelle, il y a des bouts qui servent à réguler l'expression des gènes, qui eux sont dans les parties codantes, qu'il y a des petits, ce qu'on appelle RNAi, qui se collent là, qui modifient aussi des patterns d'expression des gènes, et ce qui fait que toute cette partie qu'on pensait qui ne servait à rien, on se rend compte de plus en plus en fait que ça sert pour un peu moduler justement l'expression de ces 5%. Maintenant, de quand remonte cet ADN poubelle, entre guillemets, je peux pas vous dire précisément, mais tout ce qu'on sait, c'est que quand on compare un génome d'homme moderne à un génome de chimpanzé actuel, on a quasiment la même quantité d'ADN poubelle, et on se ressemble beaucoup pour notre ADN poubelle. Je voulais savoir s'il existe des forces de sélection qui s'exercent sur les différents groupes sanguins, ou si finalement les répartitions qu'on observe sont uniquement liées à la dérive génétique, comme vous l'avez dit. Alors, il y a des travaux actuels qui laissent entendre que peut-être il y aurait quelques pressions de sélection. C'est-à-dire que, par exemple, ce qu'on voit en Amérique du Sud, ce serait en fait au départ donc un d'effet fondateur, on perd de la variabilité, mais qu'en plus, il y aurait eu de la sélection. Alors, il y a un article qui montre ça. Donc, moi, je préférerais qu'il y en ait un peu plus d'articles pour, avant de pouvoir conclure. Merci. Oui, vous nous avez montré un superbe panorama de la variation génétique, mais au fond, on voit des couleurs, là, du rouge, du bleu, etc. Alors c'est une question évidemment dont la réponse est très vaste, mais quelques exemples. Est-ce que dans toute cette variation, est-ce qu'il y a des gènes qui ont une signification particulière, maladie, résistance à des maladies, qualité particulière de certaines populations? Voilà, c'est une question. Tout à fait. Et puis, une autre question, vous n'avez pas du tout parlé de la stature. Moi, j'avais entendu dire, mais c'était il y a plusieurs décennies, que la stature dépendait de la température. Pygmées exceptés, puisque les pygmées, c'est une sorte d'exception. Mais entre le nord et le sud, etc., la stature. Est-ce que c'est indexé sur la température ? Vous avez raison. En fait, sur la stature, c'est assez simple. C'est pas tant la stature en tant que telle que plutôt le rapport de la longueur des membres avec la taille totale. En gros, dans les pays chauds, comme par exemple le désert, il faut pouvoir évacuer un excédent de chaleur. Donc, on a intérêt à avoir des longs membres pour avoir la plus grande surface de peau possible. À l'inverse, dans les climats très froids, il vaut mieux être rond et resserré, comme le sont les Inuits. Donc, vous avez raison. Il y a des adaptations à ça. J'en ai pas parlé parce qu'on ne connaît pas encore les déterminismes génétiques précisément derrière la forme du corps.
on commence à avoir des idées sur la taille et à l'heure actuelle, il y a 200 gènes qui potentiellement joueraient sur la taille. Donc, c'est pas encore clairement défini. Dans ces bouts de génome, vous avez raison, il y en a beaucoup, certains qui doivent correspondre à des maladies et c'est un peu l'idée justement de l'épidémiologie, c'est d'utiliser ces populations mélangées pour essayer de retrouver les bouts de génome qui correspondent plus à des maladies spécifiques, par exemple l'hypertension. Les individus d'ascendance africaine ont des problèmes d'hypertension et aussi certaines maladies cardiovasculaires différentes des populations d'origine européenne. Donc dans tous ces bouts de génome, il y a effectivement des gènes impliqués dans les maladies. Est-ce que la propension à... Alors c'est une question qui peut être un peu délicate. Est-ce que la propension aux ethnies d'origine africaine à rafler toujours les mêmes types de médailles dans les Jeux olympiques, on va dire la course, est-ce qu'on peut relier ça directement, est-ce que ça a été étudié, à un certain type de gène, ou est-ce qu'on ne fait pas ce genre d'études pour des raisons... Non mais là, encore une fois, la génétique est très politiquement incorrecte. Effectivement, en général, les gens d'origine africaine courent plus vite parce qu'il y a un variant génétique qui joue dans la morphologie et dans la forme du muscle et qui est plus fréquent dans les populations africaines. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans les autres populations, mais il est plus fréquent dans les populations africaines. Donc, ce qui fait que la base génétique est plus dans le sens de pouvoir courir plus vite. Mais c'est des effets aussi, l'environnement est largement aussi important. C'est quelqu'un qui court depuis qu'il est petit à 5 km pour aller à l'école tous les jours. Il a plus de chances de courir vite quand il est adulte que quelqu'un qui prend le métro. Oui, mais les Afro-Américains aux États-Unis, je pense qu'ils prennent le métro pour aller à l'école. Et ils courent tout aussi vite. Oui, mais vous avez raison. Donc c'est quand même génétique. Il y a une composante génétique et une composante environnementale. Mais il y a une composante génétique, et effectivement. Ça a été déterminé les gènes ont été étudiés oui. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vraiment des gènes impliqués dans la forme de la musculature. Merci.